11h03 à Washington, disons à Iowa City et 12h03 à Washington DC. Merci infiniment de votre fidélité à FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous et à chacun de vous. Vous êtes au bon endroit pour disséquer les thématiques qui vous intéressent. Moïse Agbenyé Gansé, moi c'est mon nom à la réalisation et au micro pour cette émission digne de ce nom, cette émission à travers laquelle vous aussi, vous pouvez participer sur le +1 319 462 89 119. Je suis très honoré de vous savoir nombreux à partager également cette émission en direct sur YouTube, nécessairement sur notre chaîne Afro Web TV, et surtout pour avoir vos avis. Vous m'aiderez également à vilipender, comme je peux le dire ainsi, et également à promouvoir nos émissions sur Afro Web TV. Je suis également honoré, chers amis téléspectateurs, pour recevoir deux économistes qui nous honorent de leur présence en ligne aujourd'hui. Le premier, on a le privilège de le recevoir depuis Washington DC, Monsieur Takpa Michel, journaliste et économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Michel. Bonjour, cher Moïse. Bonjour à tous nos amis qui me suivent. Ça fait chaud au cœur de vous savoir. Merci de nous gratifier avec votre temps. Merci à vous. Alors, par Duplessis, nous recevons, chers téléspectateurs, chers amis internautes, Monsieur De Souza Yemi, une image que vous connaissez très bien, une face que vous connaissez, bien entendu, sur Afro Web TV et sur d'autres télévisions de la diaspora africaine. Il est enseignant, chercheur en économie et géostratégie. Merci, Monsieur Yemi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse, et bonjour, Monsieur Atapa, et bonjour aux auditeurs qui nous suivent. Merci à tous d'être avec nous. Je me ferai encore une fois la faveur ou le privilège de vous demander tout simplement de partager cette émission que vous suivez sur afrowebtv.com/live et partager bien entendu cette émission. Monsieur, nous allons aborder donc la première partie de notre émission qui concerne le Cameroun, où nous savons que nous sommes dans une nouvelle année, bonne et heureuse année pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Afro Web TV. Au Cameroun, c'est une année électorale. Les élections présidentielles au Cameroun sont prévues en octobre prochain et visiblement, après 41 ans de pouvoir, ou au pouvoir, le président Paul Biya, le président sortant, qui a aujourd'hui 91 ans, est déterminé à conserver sa position. À quelques mois donc de ces élections électorales, quelle analyse faites-vous? On commence avec M. Takpa. Merci pour la question, cher ami. Bonjour à M. De Souza Yemi également. Cher Moïse, vous avez parlé de 41 ans, moi je vous dirais presque 43 ans, parce que Paul Biya a pris le pouvoir à Yaoundé en 1982. Voilà, il vient remplacer un certain Amadou Ahidjo, après avoir été longuement Premier ministre. Souvenons-nous. Maintenant, parlant de l'analyse, je peux parler non seulement de son parti, hein, mais également parler de la vie politique en général du Cameroun, son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je peux souligner au prime abord la personnification du pouvoir là-bas au Cameroun. Quand vous voyez Paul Biya lui-même, vous verrez véritablement que on n'a pas pris le temps de pouvoir créer le Dauphinat, quelqu'un qui du coup peut remplacer valablement Paul Biya s'il n'est plus, ou bien s'il ne peut pas conduire encore la destinée du pays. On parle souvent de son fils Franck Biya. Je pense que Franck Biya ne fait partie que de ces clans, ou bien de ce clan, ces clans qui sont formés autour de Paul Biya. Donc il y a non seulement Franck Biya, il y a également la branche de sa femme Chantal Biya, et d'autres également cadors du pouvoir de Yaoundé. Il n'y a pas que seulement son parti, le RDPC. Il y a également, si vous prenez la vie même politique du pays, je veux parler d'un certain John Frondi qui a conduit pendant longtemps le Front social démocrate, le SDF, jusqu'à sa mort le 12 juin 2023. C'est ce vieux loup de la politique camerounaise qui dirigeait le pays.
Après sa mort, on a vu un certain John Oshie qui a voulu diriger les rênes du parti et qui n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu une certaine personnification de ce parti politique également. Sans oublier aujourd'hui le principal opposant qui est Maurice Kamto. On voit également cela. Toutes les décisions sont focalisées autour de cet opposant qui est véritablement marginalisé, opprimé, bâillonné également. N'oublions pas que ces cadres, surtout j'aime parler du jeune Olivier Bouboulissa, qui est son propre porte-parole et le porte-parole de son parti politique, qui est actuellement en prison avec beaucoup de cadres du MRC. Ensuite, si vous le permettez, on peut parler de la gouvernance de Paul Biya pendant plus de 4 décennies. Une gouvernance chaotique, on le voit avec la corruption à outrance, j'allais dire. Il y a également les détournements de deniers publics. Il y a, si on peut le dire, l'esprit de bâillonnement du pouvoir là-bas au Cameroun. Souvenons-nous que notre confrère un certain, je vais parler du récent, je vais me souvenir de son nom qui a été assassiné, décapité froidement. Je vais parler de Martinus Zogo. On a célébré les 2 ans déjà de son trépas. Et sincèrement, la gouvernance au Cameroun est on ne peut plus chaotique à tous les niveaux. Il y a également la question de la minorité anglophone du Nord qui n'est pas résolue par Yaoundé et toute voix dissonante qui souhaite parler de cette minorité, cette voix est on ne peut plus bâillonner. Donc aujourd'hui, le bilan est chaotique. Et ce qui est surprenant, cher Moïse et chers Africains, c'est qu'on mette encore devant un certain Paul Biya pour pouvoir se représenter cette année, en octobre ou novembre précisément. Je pense que c'est on ne peut plus étonnant. Mais rien d'étonnant quand on connaît la politique du Cameroun et surtout la politique du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On sent véritablement que ce n'est plus Paul Biya qui dirige ce pays, mais ce sont des clans qui dirigent le pays et qui veulent et qui souhaitent, à partir de la présence de Paul Biya, piller le Cameroun, plonger on ne peut plus le Cameroun dans le désarroi total, dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption et dans toutes les choses qu'on peut citer de quelqu'un qui, ou bien d'une gouvernance qui refuse véritablement d'écouter son peuple. C'est la première analyse qu'on peut faire de la situation au Cameroun. Merci d'avoir planté le décor. Alors, monsieur de Souza Yemi, on vous a vu faire des sorties concernant donc l'actualité au Cameroun. Dites-nous votre point de vue par rapport à cette proposition où, à 91 ans, le président Paul Biya sera encore aux élections. Ouais, merci, monsieur Maurice. Personnellement, ce n'est pas parce que Paul Biya veut encore aller aux élections qu'il y a problème. C'est la gestion du pays qui cause problème. Si le pays est bien géré, moi je m'en fous si Paul Biya veut être candidat ou pas. La gestion du pays, on fait quoi? Le pays est mal géré. Quelqu'un peut être président 40 ans, ça ne m'intéresse pas. C'est la gestion. Moi, j'ai été partisan de Muammar Kadhafi. Pourquoi? Parce que ce monsieur, en tout cas, il a fait ce qu'il devait faire. Et il a eu quelques erreurs. Mais grosso modo, il a bien géré son pays. Voilà. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Donc l'enjeu ici, c'est la gestion du pays. Est-ce que le pays appartient aux Camerounais? Non, le pays n'appartient pas aux Camerounais. Le pays appartient à un petit groupe d'individus, comme on le voit partout, que ce soit au Gabon, que ce soit au Togo, même dans des pays où il y a des élections, le Bénin par exemple. Le pays n'appartient pas aux Béninois, ça appartient à un groupuscule. Donc, c'est la gestion du pays qui cause problème. Il faudrait quand même qu'au Cameroun et ailleurs en Afrique, les peuples se réveillent et qu'ils puissent reprendre la main sur leur pays afin qu'ils puissent connaître des lendemains meilleurs. C'est ce que je peux dire pour nous.
C'est ce que le pays veut. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur AfroWeb TV et nous sommes avec nos analystes de ce jour. Que faire pour une alternance au Cameroun, le Cameroun vers un nouveau tournant? On se pose tous la question. La ligne sera ouverte dans quelques instants à l'autre. On a vu également donc le professeur Jean Baribek qui est donc le candidat de l'UPC. Il y a d'autres également donc du MRC. Est-ce que l'opposition a une chance face donc à cette stratégie du gouvernement camerounais, Monsieur Takba? Non, quand vous voyez l'histoire politique du Cameroun depuis l'époque John Frondi, vous verrez véritablement que je vais parler peut-être du souhait de M. Yéli. C'est très difficile pour le Cameroun ou bien les Camerounais aujourd'hui de pouvoir avoir la destinée de leur pays. Il a souhaité que le Cameroun, non seulement le Cameroun, mais également beaucoup de pays africains puissent avoir véritablement les rênes de leur pays. On sait que en réalité, en matière de démocratie, c'est le peuple qui dirige. Le peuple délègue peut-être quelqu'un. euh, on peut prendre Patrice Talon au Bénin, Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, Faure Gnassingbé au Togo et autres. Mais comme il a dit, le peuple camerounais, les peuples africains, la majorité des peuples africains ne détient pas le pouvoir. Alors, pour moi, c'est un peu plus difficile aujourd'hui pour le Cameroun de pouvoir avoir le pouvoir. Et ça doit forcément passer par les élections dignes de son nom. Et je l'ai dit depuis l'ère John Frondi, on a vu la lutte un peu plus acharnée menée par le vieux loup de la politique camerounaise, John Frondi, depuis les années 50. Et à chaque fois, je me souviens, il a participé à ces élections à 3 ou 4 reprises. Il a revendiqué la victoire. Et Paul Biya, non seulement n'a pas permis à John Frondi et à tout le peuple camerounais de pouvoir voir clair dans le déroulement de ces élections, il a plutôt opprimé non seulement l'opposant, mais les partisans du Front social-démocratique, le parti de John Frondi. On l'a vu avec Maurice Kamto récemment, parce que lors des récentes élections, comment le candidat a été, on ne peut plus marginalisé. Ses partisans également, tous ceux qui travaillent avec lui, je viens de parler de Olivier Bibi Missak, il y a également d'autres collaborateurs du principal opposant qui sont arrêtés et jetés en prison. Il n'y a pas que cela, il y a les acteurs de la société civile. Et avant de parler d'eux, vous avez parlé de l'UPC, il y a également d'autres voix portantes de l'opposition, Cabral Libi et d'autres également. Sauf que on remarque, même s'il y a parlé d'entrée de la personnification du pouvoir au Cameroun, il y a des jeunes qui véritablement se font voir dans l'opposition, non seulement dans l'opposition, mais également au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans ce dernier, qui es-tu pour pouvoir peut-être du vivant de Paul Biya le remplacer? Il n'y en a pas. Même son fils, même si on n'a rien contre le clan Biya, son fils, Franck Biya, a fait de brillantes études. Il est tout le temps aux côtés de son papa pour pouvoir apprendre. Moi, ça ne me gêne pas quand on a la maestria de la gouvernance du pays et quand on n'est pas imbibé dans la corruption, dans des gabégies à outrance. Mais pour répondre à votre question, on ne voit pas le bout du tunnel parce que le pouvoir a décidé d'opprimer le peuple, d'opprimer les opposants. Et donc, le peuple, qui peut-être par le truchement des élections, délègue donc ses opposants pour pouvoir le diriger, le peuple n'arrive pas à se prononcer. Et moi, je me pose souvent des questions, non seulement sur le Cameroun, mais également sur plusieurs pays africains. Pourquoi on fait des élections? Parce qu'en réalité, on fait des élections pour que le peuple puisse choisir celui qui va pouvoir le diriger. Mais à chaque fois qu'on organise les élections, on voit, euh, euh, on voit que le pouvoir en place, en majorité, refuse de céder. On voit ce qui se passe actuellement au Mozambique, où il y a des manifestations monstres contre le parti là, ce parti qui dirige le pays, ensanglante le pays, détourne les biens du pays pendant plus de 50 ans, mais le pouvoir en place refuse. Et vous voyez le sacrifice, le prix à payer des jeunes Mozambiquais
qui tombent à chaque moment, à chaque sortie. La police tue à chaque fois les jeunes Mozambicains. Voilà le format de ce qui se passe en Afrique et voilà le format de ce qui se passe au Cameroun. Et donc, pour moi, ça va être on ne peut plus difficile. Déjà, quand on voit un homme de plus de 91 ans qui se présente encore, peut-être M. Yeni l'a dit, que ce n'est pas son âge qui est un problème. Oui, je comprends, mais c'est un handicap parce qu'on voit l'état physique de ce président qui, malheureusement, excuse-moi, n'arrive pas à marcher, qui passe la majeure partie de son temps à l'Occident, notamment en Suisse et en France. Et donc, on se demande, un tel monsieur, est-ce qu'il arrive à diriger le pays? Et donc, c'est on ne peut plus difficile aujourd'hui pour le peuple de pouvoir choisir son dirigeant. Peut-être ça va être l'opposition, mais sans vous mentir, Paul Biya et son clan n'accepteront jamais de céder le pouvoir au Cameroun. C'est l'avis donc de notre analyste, M. Takpa, Michel, journaliste et économiste. Alors, M. Yemi, il a parlé tout à l'heure donc du bout du tunnel. Est-ce qu'il faut arriver à un bout du tunnel quand on prend par exemple le cas de certains comme Paul Kagame qui sont des modèles chez eux également? Ok, j'aimerais revenir sur deux trucs. Le premier, c'est qu'on parle d'élections, on fait des élections pour faire quoi? Pour choisir des maîtres, c'est-à-dire des dirigeants qui sont des maîtres. Pour preuve, c'est que quand ils sont élus et que vous les contestez, ils vont vous faire tuer. Donc on choisit des maîtres. Et on confie à ces maîtres les instruments du pouvoir, c'est-à-dire l'instrument de coercition. On les élise et puis on leur confie, en quelque sorte, le plein pouvoir sur l'instrument de coercition. C'est ça le problème chez nous, surtout en Afrique. Et au lieu d'aller voter ces lois, on va voter pour élire des maîtres. Ça, il faut parler de ça. Et c'est pareil partout en Afrique. Sauf qu'il y en a des maîtres qui savent utiliser leur position pour faire du bien à leur peuple. Et il y a d'autres qui ne font pas ça, ne font pas du bien à leur peuple. Alors moi, ce que je propose, c'est quoi? Pour finir avec ça, il va falloir que les peuples commencent par récupérer l'instrument de coercition. Aussi longtemps que les peuples ne récupéreront pas l'instrument de coercition, nous irons du sang versé au sang versé sans trouver de solution. On a donné l'exemple de Mozambique. Il y a eu des élections, et puis il y a contestation, et puis il y a le peuple qui manifeste, et puis une partie du peuple qui est armée, qui tue l'autre peuple qui manifeste. C'est une absurdité. Il faut sortir de ça. Comment sortir de ça? C'est que ceux qui exercent le pouvoir politique, on doit tout faire de sorte que leur pouvoir politique ne soit pas utilisé pour instrumentaliser en quelque sorte l'armée et utiliser les forces armées contre la population. Et c'est sur ça je pense que l'intelligence cognitive et collective à laquelle nous sommes appelés à faire, c'est sur ça que nous devons y réfléchir. Comment faire de sorte que nos dirigeants n'utilisent plus nos forces armées pour martyriser le peuple? C'est absurde. Comment comprendre que des frères qui se trouvent sur le même territoire et il y en a qui ont prêté serment de servir, de protéger le pays, à qui on a confié des moyens de coercition, des moyens de guerre, puissent être instrumentalisés par un individu pour tuer d'autres. Non, c'est absurde. Et moi, quand je pense à ça, je me dis qu'il y a une solution. La solution, c'est que si on n'est pas d'accord avec le chef de l'État, ou bien si on n'est pas d'accord avec l'homme politique qui dirige le pays, ou bien si on n'est pas d'accord avec la classe politique qui dirige le pays, au lieu de prendre les rues et de les contester et de se voir instrumentalisés, opposés à l'armée, il faut plutôt mener des campagnes d'incitation des militaires qui ont les armes, qui sont des patriotes, au fait. C'est parce qu'ils sont des patriotes qu'ils sont convaincus qu'il fallait protéger le pouvoir politique. Donc, il faut leur expliquer que, vous savez quoi? Vous êtes en train de protéger un pouvoir politique qui ne sert plus l'intérêt général. Et ce pouvoir politique est en train d'hypothéquer le vivre ensemble. Et donc, il faut de votre position, de quelque soit, c'est-à-dire d'arbitre, chassez-les. On peut donner le nom qu'on veut à ça, un coup d'État, peu importe. Moi, l'essentiel pour moi, c'est que les peuples se réveillent et puis ils cessent de se faire massacrer par leurs propres concitoyens, soldats, et voilà.
pour que 2 ou 3 individus nous dirigent. Il faut que les peuples se réveillent et changent de paradigme. Au lieu d'organiser des élections chaque 5 ans avec des massacres, non, on ne va pas le faire. S'il faut organiser des élections, on est certain qu'on va voter, peut-être pas pour élire des maîtres, mais pour élire des dirigeants. Et aussi, on aura notre droit de regard dans la gestion du pays. Et donc, c'est sur ça, moi, Oui, monsieur Yemi, justement, quand on parle de mandat, au Cameroun, le mandat, c'est à 7 ans, comparativement à d'autres qui sont à 5 ou 4 ans, ou d'autres qui basculent nécessairement à un régime parlementaire. N'est-ce pas pour dire que le régime parlementaire serait bien, au lieu de faire, par exemple, 7 ans, ou de faire comme le président Paul Biya au pouvoir avec ses acolytes? Ok, vous savez, moi, je suis profondément partisan de la démocratie. Mais je ne suis pas partisan de la démocratie libérale. Je suis partisan de la démocratie consensuelle, participative. Et surtout avec un exécutif collégial. Le modèle a toujours existé chez nous. Et surtout au niveau de l'Empire Mandingue, qui a fait ce qu'on a appelé la communauté des communautés. On a un parlement qui est composé, malheureusement, ce mot ne plaît pas à un certain nombre de personnes, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, qui est composé de ce qu'on appelle les nations premières, qu'on décrit comme ethnies. Okay? On les appelle ethnies. D'autres, ceux qui nous ont envahis, les appellent ethnies. Moi, je ne les appelle pas ethnies, je les appelle des nations premières, qui se trouvent sur un territoire donné, un territoire géographique donné. Au niveau de l'Empire Mandingue, on a fait la communauté des communautés avec un parlement des nations premières. Et au même moment, il y a ces intellectuels qui constituent ce qu'on pourrait appeler le parlement politique. C'est-à-dire, leur rôle, ce n'est pas d'écrire des lois, mais c'est de réfléchir sur des concepts pouvant permettre aux nations premières de vivre ensemble. Ce modèle a été repris par la Suisse depuis 1854. Et ça marche bien pour les Suisses. À tel point que les Suisses, quand ils passent en Afrique, ils disent, mais comment se fait-il que l'Afrique est à la recherche de modèles politiques? Nous, on a pris chez eux. Ça marche bien pour nous. Je demande aux intellectuels africains d'aller voir la Constitution suisse, la façon dont ça a été écrit, et de voir le fonctionnement du système politique en Suisse. Vous allez voir que le peuple est au cœur du pouvoir tout le temps. Il peut organiser des référendums sur des sujets de tout genre, allant de tout et de rien. Ils organisent des référendums. Est-ce que vrai? Donc, c'est à ça, cette démocratie, moi, je m'associe. Je ne m'associe pas à une démocratie qu'on va appeler parlementaire, mais qui, au fond, va permettre à un individu de conserver le pouvoir au sommet de l'État. Je ne suis pas partisan de ça. Et surtout, je ne suis pas partisan du présidentialisme, ou du moins, le pouvoir de l'individu. Je suis partisan de la collégialité. La collégialité, ça a toujours existé en Afrique. C'est ce qu'on a aussi appelé en Afrique l'histoire de notables. Si vous allez sur la cour du roi, le roi, sa personne est sacrée, à tel point que le roi ne sort pas pour avoir des bouts de commun, pas du tout. Ce sont les notables qui, au fond, veillent à ce que le peuple s'est doté comme loi soit respecté. Par exemple, on dit, on ne peut pas siffler la nuit. Hein, c'est un exemple banal. On ne peut pas faire la nuit. Les notables veillent à ce qu'on ne le fasse pas. On dit, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. La vie est sacrée. Vous tuez quelqu'un, si la personne a 2 femmes et 10 enfants, vous allez travailler pour nourrir ces 2 femmes et ces 10 enfants. Vous allez faire exactement ce que la personne fait pour prendre en charge. Donc, les notables veillent sur ça. Ce n'est pas le roi qui veille sur ça. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des notables? Au niveau des notables, comme chez nous, il y a ce qu'on appelle les clans, c'est-à-dire les communautés, les familles. Ce sont les clans, les représentants des clans, qui constituent le notable auprès de la cour du roi. Et il veille à ce qu'il y ait de l'équité, la justice sociale. Donc, moi, c'est à ça que j'ai des difficultés à commenter ce à quoi on veut, ce qu'on nous impose, quoi, cette démocratie libérale, tout ce qu'on nous impose là. J'ai parfois des difficultés à les commenter, franchement. Donc, encore une fois, je suis partisan de la démocratie consensuelle, avec un exécutif collégial. Je ne suis pas partisan de ce parlementarisme. Et d'ailleurs, de ce parlementarisme qu'on voit aujourd'hui au Togo, le parlementarisme que j'ai proposé personnellement pour mon pays, le Togo, c'est un parlement bicaméral composé de 2 chambres, une chambre haute, composée ce qu'on appelle les représentants des nations premières des ethnies de façon paritaire. C'est-à-dire que si nous avons 45 communautés au Togo, que chacune des communautés envoie ses représentants de façon paritaire.
au niveau de la chambre haute. Maintenant, au niveau de la chambre basse, on va procéder aux élections. Et en fonction des poids électoraux, les gens peuvent avoir tel nombre au niveau de ce Parlement. Et les deux chambres réunies peuvent élire 7 personnes dans la collégialité, dans l'exécutif collégial, pour diriger le pays. Voilà moi l'idée que j'ai pour mon pays. Voilà. Oui, bien sûr, on parle de mandat avec le président Paul Biya. Il avait fait plusieurs mandats, disons 41 ans au pouvoir. Monsieur Takpa, dites-nous, est-ce que Paul Biya pourra faire d'autres démonstrations à part ce qu'il a fait déjà de par le passé? Je pense malheureusement non, parce que je ne sais pas ce que ce monsieur peut encore apporter au Cameroun par rapport à son état physique et par rapport à sa gouvernance depuis plus de 4 décennies. Monsieur Yedi l'a dit tout à l'heure. Il a fait également des propositions pour l'Afrique. Quand vous voyez le bilan sous Paul Biya en tant que président, même en tant que premier ministre du président Amadou Ahidjo, aujourd'hui, on peut dire que Paul Biya a passé toutes ces années de vie à diriger le Cameroun. Malheureusement, on n'a pas pu, on peut pas remarquer l'expertise de l'homme politique Paul Biya, à part remarquer véritablement que c'est lui et son clan, les clans qui se sont formés autour de lui, qui ont su profiter des richesses du pays en opprimant le peuple, en refusant toute contestation. Ça, les preuves surabondent, même les acteurs de la société civile, les artistes, notamment, on l'a vu tout à l'heure, on a vu récemment, j'allais dire, avec Longué Longué, qui a été, si on peut le dire, euh, maltraité violemment. Donc, en fait, c'est l'exemple de la gouvernance de Paul Biya. Les journalistes qui dénoncent sa gouvernance sont soit emprisonnés, soit chassés du pays ou carrément assassinés comme des coqs. Je redonne encore l'exemple de mon confrère Martinez Zogo, arrêté face, je sais pas, à un commissariat et qui a été tué lâchement. Et ça là, on se pose la question si véritablement, quand les Africains se comportent ainsi, comment les autres peuvent nous considérer. Monsieur Yemi a donné l'exemple de la gouvernance de la Suisse, notamment de sa constitution. C'est une bonne chose, mais aujourd'hui, on voit les Africains, malheureusement, qui se tournent vers la Russie en prenant Poutine comme rédempteur. Moi, véritablement, ça me choque. Parce que l'Afrique, à l'époque où nous nous trouvons, l'Afrique n'arrive pas à trouver un modèle. Les gens vont parler du terrorisme, on sollicite Poutine pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel et dans plusieurs parties de l'Afrique. Sauf qu'il faut remarquer depuis quelques années, presque 5 à 6 ans, c'est une banqueroute totale avec tout ce qu'on voit au Sahel. Malheureusement, les panafricains ne souhaitent pas qu'on le dise, mais c'est une pure vérité. Donc, inviter les Africains à copier le format suisse, moi je pense qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui vont refuser catégoriquement. Parce que pour eux aujourd'hui, après l'échec, si on peut le dire, occidental, à pouvoir les aider dans la gouvernance de leur pays, il faut se tourner vers la Russie et encore faire une expérience. Alors que on a vu les démarches de la Russie, notamment au Mali, et c'est pourquoi la politique d'Assimi Goïta à un moment donné me tient personnellement. On l'a vu avec Modibo Keïta, on a vu la Russie avec Modibo Keïta, on l'a vu également en Guinée-Conakry, et on a vu comment l'échec a été cuisant. Je me pose la question, si on veut quitter, je donne juste un exemple, vous voulez quitter une femme pour une autre, cela veut dire que la femme que vous quittez n'arrive pas à peut-être remplir les conditions nécessaires pour votre épanouissement. Vous allez chercher encore une autre femme, vous n'êtes même pas sûr qu'elle puisse remplir justement ces conditions. Et je pense que l'Afrique n'arrive pas à inventer véritablement son propre modèle. Et je vais aller plus loin. Moi, je suis souvent sidéré quand je vois le Cameroun dans cet état. Et je vois nos panafricains, disons les fils d'Ariane de ce panafricanisme que j'appelle souvent dans mon langage panafricanisme bitos. Quand je vois les Camerounais qui sont devant et qui sont des donneurs de leçons à l'Afrique, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on voit, moi je vais citer leurs noms parce qu'ils sont célèbres, ils influencent aujourd'hui la jeunesse africaine, Franklin Nyamsi, Nathalie Yam, il y a également Afrique Média où on voit les Banda Kadi et autres qui donnent des leçons
à toute l'Afrique, sauf au Cameroun. C'est quand même sidérant. Quand vous voyez le Cameroun et l'Afrique centrale, avec tout ce qui se passe, non seulement au Cameroun, tout ce qui s'est passé au Gabon, tout ce qui se passe actuellement au Congo, Brazzaville, en Guinée équatoriale, même en Ouganda, sous Yoweri Museveni, on remarque que ces panafricains sont absents, véritablement absents sur l'analyse qu'on peut faire de la situation dans ces pays. Mais on se focalise, je ne dis pas forcément que tout ce qu'ils font est véritablement noir, mais le fait de quitter leur pays, de quitter leur région et de jeter leur dévolu sur l'Afrique occidentale prouve à suffisance que véritablement, il y a peut-être une richesse qui est cachée ou bien ils sont en mission. Moi, ce que j'ai appris de mes grands-parents et de mes parents, oui, vous voulez, puisque M. Yemi a donné l'exemple traditionnel, si on peut le dire, si vous voulez sauver votre quartier, votre communauté, il faut nécessairement commencer par votre maison. Il faut tout faire pour balayer votre maison. Vous ne pouvez pas vous lever, votre maison est sale, et aller et vouloir aller balayer dans la maison de votre cousin, de votre ami. Il vous posera juste une question et votre maison. Donc, je pense que ce qui se passe véritablement au Cameroun n'est que l'exemple palpable de la gestion qui est faite de la gouvernance, non seulement en Afrique centrale, mais également dans toute l'Afrique, où c'est une minorité, comme on l'a dit, qui s'accapare les biens du pays et opprime véritablement le peuple même. Donc, pour moi, c'est difficile. Paul Biya, pour encore 7 ans, alors que vous l'aviez dit, il a 91 ans, il aura sans doute 98 ans s'il est toujours en vie. Et vu son état physique, on se pose véritablement la question si c'est ce monsieur Biya qui dirige le Cameroun. Je pense non. C'est son clan qui dirige le Cameroun. Il y a sa femme, il y a le clan de Franck Biya, il y a d'autres clans également qui dirigent le Cameroun. Et je pense que dans cette condition-là, je vois très mal comment le Cameroun peut véritablement sortir si on peut le dire, de cette punition politique. Vous êtes sur Afro-Web TV, nous sommes sur la dernière ligne droite pour cette première partie de notre émission sur le Cameroun, les enjeux des élections électorales. Monsieur Yemi de Souza, est-ce que l'opposition a une chance de remporter les élections face à cette stratégie gouvernementale au Cameroun? De façon dont on emploie. La sémantique est très importante. Le français, ce n'est pas notre langue, mais nous allons quand même faire l'effort de comprendre ce que c'est que l'opposition par rapport à quelque chose. Quand un sujet se suppose et puis on est dans l'opposition de l'idée, c'est qu'on est contre l'idée ou bien on développe une idée contraire à l'idée. Est-ce qu'au Cameroun, les leaders politiques sont les seuls opposants du régime? Non, je ne pense pas. Le peuple camerounais qui n'est pas d'accord avec Paul Biya est opposant. C'est en ce sens que moi, Togolais, je suis opposant du régime de Faure Gnassingbé. Donc quand j'entends les gens dire l'opposition a fait ceci, l'opposition a fait cela, alors qu'eux-mêmes, ils font un travail d'opposition au régime, hein, mais ils qualifient quand même d'autres d'opposants. Ça va pas. Il faut quand même que les gens sortent de ça. Donc je pense qu'au Cameroun, le peuple a la chance. Il a la chance de reprendre la main, le peuple camerounais a la chance de reprendre la main sur son pays. Comme je l'ai dit plus tôt, il suffit seulement que le peuple récupère l'instrument de coercition qu'on appelle les forces armées. Que le peuple parle aux forces armées, c'est tout. Si vous allez dans le camp de Paul Biya, le camp, c'est-à-dire la nation première dont est issue Paul Biya, ce sont les Biti. Si vous allez chez les Biti, vous allez voir qu'il y a la pauvreté et la misère. Il n'y a que des privilégiés dans le clan Biti. Donc, il faudrait que le clan Biti, qui a aussi ses enfants très majoritaires dans l'armée, comme au Togo, il y a les Kabyles qui ont leurs enfants très majoritaires dans l'armée. Il faudrait que ceux qui, dans ce clan-là, n'acceptent pas cette situation de justice sociale, puissent parler à leurs enfants qui sont armés pour que Paul Biya soit déposé. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut déposer Paul Biya. On peut aller aux élections. L'élection, c'est le lieu de politisation du peuple. Je n'ai rien contre les élections, mais les élections ne vont pas résoudre le problème. Pour que le problème soit résolu, il faut absolument que le dirigeant soit possédé de l'instrument de coercition. L'armée, on doit rivaliser l'armée avec lui, et si possible, lui reprendre l'armée.
bah, le peuple doit reprendre l'armée pour pouvoir s'affirmer, pour avoir le pouvoir en Afrique, dans nos pays tels qu'ils sont aujourd'hui. Il faut l'armée avec soi. Donc, si l'opposition, comme vous le dites, vous l'appelez, que moi je considère comme le peuple, si le peuple n'est pas d'accord, oui, il a une chance, c'est de parler à l'armée, c'est de dire aux militaires que le souverain, c'est lui le peuple. Pour preuve qu'on l'appelle à voter. Si on l'appelle à voter, voilà, c'est son choix. Dès maintenant, c'est qu'il ordonne aux forces armées de déposer ceux qui sont là, parce que jusque-là, ils ont mal géré le pays va mal, il faut les déposer pour qu'on puisse s'asseoir et discuter de l'avenir en commun. Donc, les peuples africains, l'opposition, doit appeler l'armée à prendre le pouvoir avec elle. Le peuple doit appeler l'armée à prendre le pouvoir avec lui et pour lui. Et non pas pour un groupe d'individus, mais pour le peuple lui-même, pour le souverain lui-même. Le souverain doit demander et missionner l'armée à prendre le pouvoir avec lui et pour lui. C'est en ce sens que je crois qu'il y a une chance. En dehors de ça, il n'y a aucune autre chance. Alors, Monsieur Takba, que pensez-vous? Êtes-vous de même avis que Monsieur Yemi de Souza? Je suis parfaitement d'accord avec lui sur beaucoup de points. Peut-être sur le point du peuple, l'opposition. Avant d'aborder ce prisme, je pense que euh, le parti au pouvoir, quand on prend le cas du Cameroun, a vite compris que l'armée reste l'entité qui, à un moment donné, peut libérer le peuple. On l'a vu récemment au Gabon. Et souvent, quand l'armée dépose ces dictateurs chevronnés, la communauté internationale fait tout pour pouvoir la sanctionner. À un moment donné, même si je suis foncièrement contre les coups d'État, dans certains cas, on ne peut qu'apprécier les coups d'État. Si vous voyez ce qui s'est passé récemment au Gabon, où on voit l'état physique d'un certain Ali Bongo, qui se représente encore pour une nouvelle élection. Quelle élection d'ailleurs? Et on a vu comment Clotaire Oligui est venu au pouvoir. Et tout ce qu'il est en train de faire, même s'il y a toujours des carences. Alors, si on arrive à déposer aujourd'hui Paul Biya, on va parler de coup d'État au Cameroun. Moi, beaucoup d'Africains vont pouvoir saluer ce coup d'État, comme les Gabonais avaient salué le coup d'État hein, orchestré contre Ali Bongo Ondimba. Donc, les partis au pouvoir en Afrique ont vite compris, comme M. Yeni l'a dit, ont vite compris que l'armée, à un moment donné, est mandatée justement pour libérer le peuple. Et c'est pourquoi ces partis arrivent à manipuler l'armée, à tout faire pour que l'armée soit clanique. Il a donné l'exemple de beaucoup de pays africains. Oui, le pouvoir a compris que s'il n'arrive pas à manipuler l'armée, s'il n'arrive pas à avoir une armée clanique, justement, il ne peut pas diriger le pays avec de telle manière. Et donc, c'est difficile pour le peuple. En plus, moi, même si je l'utilise souvent, je n'aime pas trop le terme opposition. Les gens sont des adversaires politiques. Parce qu'en Afrique, quand vous parlez souvent d'opposition, ça donne le sentier au pouvoir en place de pouvoir opprimer les gens, de pouvoir tuer des gens à bout portant. Parce qu'ils se disent, ceux-là, ce sont nos opposants. Donc, si on peut changer ce paradigme, appeler autrement les gens, Monsieur Yeni l'a dit, vous êtes des adversaires politiques, nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des Togolais, nous sommes tous des Camerounais. Quand vous voulez diriger votre pays, c'est que vous avez un programme de société pour votre pays. Et donc, c'est le peuple qui, par le truchement des élections, vous mandate pour pouvoir diriger ce pays. Vous voyez. Et malheureusement aussi, si à un moment donné, le peuple arrive à se prononcer, on l'a vu dans beaucoup de pays où on a salué l'alternance au pouvoir, notamment en Guinée-Conakry, sous Alpha Condé, vous avez vu par la suite ce que Alpha Condé a fait. Quelqu'un qui a passé presque toute sa vie à lutter contre les dictatures dans son pays. Il est venu au pouvoir et l'espoir de tout un peuple, l'espoir de toute l'Afrique était opposé sur Alpha Condé. On l'a vu la suite des événements jusqu'au jour où Mamadi Doumbouya l'a déposé. Et c'est toute la Guinée, c'est toute l'Afrique qui avait applaudi le coup d'État de Mamadi Doumbouya. Malheureusement, regardez ce qu'il est en train de faire également. Donc c'est très difficile de compter aussi à un moment donné sur l'armée, parce que oui, l'armée vient souvent en tant que libératrice, si on peut le dire, mais l'armée aussi, à un moment donné,
sans le goût du pouvoir et commence pas à opprimer le peuple. Donc, ce sont des cas on ne peut plus difficiles en Afrique. Il y a ensuite ce prisme que je souhaite également partager avec nous tous. Il y a souvent l'aspect toujours accusé l'Occident dans tous les pays. Regardez, chers amis, ce que Paul Biya, son clan et son clan sont en train de faire. Aujourd'hui, pour la gestion du pays, on va toujours accuser les Occidentaux. Les panafricains, surtout camerounais, vont toujours étaler la France, étaler les États-Unis, étaler la Suisse, qui est la référence de M. Yemi, étaler la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres. Oui, ces pays ont leurs responsabilités indubitablement dans ce qui se passe, mais moi, dans mes sorties, je dis souvent que le problème de l'Afrique reste l'Afrique elle-même ou les Africains eux-mêmes. Et donc, la solution de l'Afrique pour l'Afrique doit partir de l'Afrique. Oui, le vent du panafricanisme a soufflé, où beaucoup de jeunes Africains applaudissent les militaires qui sont au pouvoir dans le Sahel, mais on voit également des dérives. Et il faut que les gens permettent qu'on le dise, parce qu'on ne peut pas vouloir libérer l'Afrique et au même moment opprimer les Africains. À l'heure où je vous parle, il y a un journaliste, un confrère qui a été encore arrêté au Niger. C'est le quotidien des journalistes, des acteurs de la société civile, des politiques au Burkina Faso. Ou quand vous critiquez, entre griffes, le dieu Ibrahim Traoré, vous êtes soit enlevé, vous êtes soit tué, vous êtes envoyé au front. Et quand on le dit souvent, on nous dit où sont les preuves? Comme si nous n'avons pas les nouvelles de l'Afrique ou nous ne sommes pas en Afrique. C'est le quotidien également des journalistes, des acteurs de la société civile et des politiques au Mali. Souvenez-vous que Kaoudine a été arrêté parce qu'il a critiqué le Burkina Faso et son leader IB. Dans l'histoire concernant les valises, il a été envoyé en prison. Et pire, Moïse, il y a la télévision Joliba qui a été fermée. On a mis en chômage nos confrères. Comment on peut espérer qu'à partir de ces poutistes, qu'on puisse avoir la libération de l'Afrique? Donc c'est un véritable combat. Et quand nous, on le dit, les gens pensent que nous sommes contre les poutis. Je le dis tout simplement parce que M. Yemi l'a dit, la responsabilité revient à l'armée. Sauf que quand l'armée prend le pouvoir, il y a véritablement des dérives autoritaires et on a du mal à croire véritablement que l'armée que nous sollicitons chaque fois soit le salut. Ce sera votre conclusion pour cette première partie de notre émission. Monsieur Yemi de Souza, quel est votre avis sur la question et puis votre conclusion pour terminer cette première partie? Oui, elle est indicative. Je n'ai pas dit que la responsabilité revient à l'armée, non, pas du tout. Moi, je ne demande pas à l'armée d'être responsable de quoi que ce soit. Je dis la responsabilité revient au peuple. Le peuple qui s'oppose à la gestion du pays doit être en mesure de demander à l'armée de virer le tyran. C'est ce que je dis. Donc, mais l'armée, c'est un instrument de pouvoir en quelque sorte. Hein. Donc, quand le peuple s'en dessaisit, l'acteur politique, bien les hommes politiques s'en saisissent et puis ils en font ce qu'ils veulent. Donc, ce que je demande au peuple, c'est que le peuple comprenne que pour pouvoir prendre le pouvoir et mieux être qui veut, c'est-à-dire ne pas manquer d'eau potable, à manquer d'électricité, à manquer de corps, tout ça là. Si le peuple de mieux être qui veut et tout ce qu'il a à faire, c'est de récupérer l'armée, c'est d'utiliser l'armée comme instrument et aller sur le terrain de la rivalité. C'est-à-dire que s'il le faut, il faut rivaliser l'usage de l'armée avec l'homme politique. Ça, il le faut. Voilà. Mais dire que c'est la responsabilité de l'armée, non. L'armée, c'est un instrument que le peuple doit être en mesure d'utiliser et non l'abandonne. Aujourd'hui, on a mis dans la tête des peuples que l'armée, il ne faut pas en parler. Moi, j'en parle. Moi, personnellement, j'en parle. Je suis persuadé que, par exemple, moi, mes idées économiques, je suis convaincu que pour que mes idées économiques passent, il faut forcément les militaires. Il faut forcément que le peuple et l'armée puissent faire ensemble pour que les idées économiques passent, moi personnellement. Donc, je dis au peuple, si nous voulons être mieux être qui nous sommes, nous parlons militaires parce que nos dirigeants, ils sont ce qu'ils sont, parce qu'ils ont les militaires avec eux, c'est tout. Donc, nous aussi, nous pouvons avoir les militaires avec nous, et puis on va être heureux. Voilà, c'est ce que je demande au peuple africain de faire.
Merci, Monsieur Yemi de Souza, pour vos analyses. Vous êtes sur AfroWeb TV. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin donc de cette première partie. Nous allons prendre une petite pause d'une minute et revenir juste après le temps pour que vous aussi vous préparez pour nous donner vos avis concernant donc les nouveaux membres des pays de l'AES. On se retrouve juste derrière.